Bonjour, je suis l'animateur de cette séance et donc on va organiser cette table ronde en 2 rondes, après quoi on pourra partir dans une discussion libre. Donc la première ronde, on pourra avoir jusqu'à 10 minutes pour exposer nos idées sur le sujet, donc le sujet qui est l'interactivité est-elle l'ennemi de la narration. Au bout de donc une fois qu'on aura terminé cette première ronde, on aura un récapitulatif qui sera fait par le secrétaire de séance, donc Thomas ici présent. Et une fois que ce sera fait, donc pendant ce résumé, on pourra décider ensemble de vers quel sujet on veut, vers quelles orientations on veut pour la suite de la conversation. Et là, on partira sur une deuxième ronde, moins formelle, où on pourra interagir à ce que diront les autres, on pourra intervenir. Mais sans non plus trop voler la vedette à la personne qui parle, quoi. Absolument. Du coup, on va ouvrir le sujet et avec avec une première entrée en fait de notions, c'est que l'interactivité est, il me semble, le fondement du jeu de rôle. C'est à partir de là qu'on peut définir la différence entre un texte écrit sur lequel le lecteur est d'une certaine manière, on peut pas le dire passif, mais du moins est dans une posture de réception, alors qu'à l'opposé, le jeu de rôle est quand même un média qui permet l'insertion, la décision, en fait, qui permet aux joueurs d'être décisionnaires à l'intérieur de la narration. Là-dessus, c'est plus un spectre, donc l'interactivité, c'est davantage un spectre que une notion abstraite. Ça veut dire que on peut établir des degrés d'interactivité, on peut établir un seuil à partir duquel elle n'existe plus. Mais à l'inverse, il est difficile de dire à quel moment elle commence. Je pense notamment à l'idée de scénario, de linéarité du scénario, de liberté illusoire, sur lequel on pourra revenir par la suite. Pour ce qui est de la narration, et pour la définir un petit peu, il s'agit simplement d'une perspective centrée sur les événements, sur ce qu'il se passe lors d'une partie de jeu de rôle. Et c'est là la question principale, c'est est-ce que narration est égale à scénario ? Parce que s'il y a scénario, il y a une trame, et dans ce cas, l'interactivité... à ce moment-là, il y a vraiment une question d'opposition possible, mais est-ce que c'est le cas fondamentalement pour la narration ? Pour la narration, est-ce que toute narration est liée à un scénario, et à l'inverse, est-ce que ça exclurait d'office l'improvisation, par exemple ? Donc voilà pour une première introduction sur le sujet. Et du coup, là-dessus, je vais demander à notre premier intervenant, Pierre-Jean, de prendre la parole. Je lance le chrono. Bonjour, Pierre-Jean. D'abord, merci de m'accueillir pour cette table ronde. J'ai réfléchi un peu au sujet, j'ai surtout parlé avec beaucoup d'amis qui travaillent dans la narration pour explorer un peu, eux, leur perception de la chose. Ce qu'il en est ressorti, surtout, c'était que la narration en tant qu'idée est à placer au-dessus du narrateur, en tant que personne avec un ego. C'était surtout ça ce qui faisait peur, notamment à certaines personnes à qui j'ai parlé, comme par exemple des acteurs qui sont tout le temps, presque tous les jours, tous les soirs, à travailler dans un théâtre et du coup doivent monter sur des planches et surtout une avait très peur de l'interactivité qu'il pouvait y avoir avec le public, notamment par exemple quand le public rit, de devoir marquer un temps de pause. Marquer un temps de pause dans son jeu, de devoir s'arrêter pour justement laisser place à ce rire et ne pas casser la narration qui est en train de se faire. Sinon, après, les
s'il n'y a pas ce temps de pause, les spectateurs après peuvent être perdus ou ça fait un petit peu bizarre dans l'histoire de continuer alors que des gens continuent à rire. Et il y avait cette idée de peur de l'interactivité, notamment avec les personnes qui doivent recevoir la narration qui est écrite par les gens. Autre chose que j'ai vu, que j'ai exploré avec un ami qui aimait beaucoup la série Black Mirror, qui a sorti justement récemment sur Netflix Bandersnatch, qui est en gros un peu un format, le livre dont vous êtes le héros, mais avec une série où il y a vraiment plusieurs des choix multiples, plusieurs fins possibles. Il est possible de, par exemple, complètement... l'épisode est censé durer 1h30, mais il peut s'arrêter au bout de seulement 3/4 d'heure parce qu'on fait des mauvais choix. Du coup, dans ces cas-là, les mauvais choix, l'interactivité qu'on a avec la série vient nuire à la narration et vient complètement la perturber, la finir. Et ce qu'il me disait surtout, c'était que cette interactivité, c'était marrant, c'était innovant de découvrir ça, mais on en perdait l'immersion. Et perdre l'immersion, qui est quand même ce qui est le plus important dans la narration derrière, était quelque chose qui est, c'était chouette, c'était une expérience, c'était cool de voir ça, que ça existe. Par contre, non, on perd cette immersion, du coup, c'est pas si extraordinaire que ça, d'avoir cette interactivité avec l'histoire, avec la narration qui se crée. Après, pour revenir un peu plus au jeu de rôle, moi, ce que j'ai remarqué avec certains de mes joueurs, c'est que quand je passe trop de temps avec l'un d'entre eux, les autres se sentent délaissés. Et si on considère que chacun a sa narration, chaque joueur a sa propre petite narration de son personnage, peut-être que sa narration en est appauvrie, parce que je ne passe justement que du temps avec une seule personne. Et justement, je me suis dit, ok, si je faisais que ça c'est juste moi perso, je vais tenter de faire un jeu de rôle avec justement en one-one avec une personne. Je vais faire ça prochainement, juste comme thème d'exploration pour voir justement qu'il n'y ait pas ce problème-là. Après, j'interromps peut-être. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps Oui, ok, super. Oui. Ok, pas de problème. 10 minutes. Ok, génial. Pour en revenir avec cette idée, j'ai parlé avec un ami universitaire qui, lui, m'a dit que justement, pour lui, la narration, dans n'importe quel médium, n'est là uniquement s'il y a quelqu'un qui est là pour la recevoir. Sinon, ça ne sert à rien. Si un film tourne dans une salle alors qu'il n'y a personne, cette narration, cette trame, cette exploration de l'histoire n'a pas lieu d'être puisqu'il n'y a personne pour la recevoir. Du coup, l'interactivité, elle doit absolument être présente. Ce qui a été aussi intéressant, on est venu à parler de ça, c'est que l'interactivité, en fonction de où on se place, de où on est, purement en termes de lieu spatialement, où on est dans le temps, on reçoit la narration d'une manière différente. Comme on ne lit pas Shakespeare comme on le lit aujourd'hui, ne serait-ce que parce que les textes ont évolué, on a dû changer quelques mots pour les rendre un peu plus viables et abordables par les gens d'aujourd'hui, mais aussi parce que j'ai eu cette expérience-là, on peut lire un livre, lire une BD en fonction du lieu où on est, on va pas avoir le même ressenti, on va pas explorer aussi profondément la narration qu'on aura envie de l'avoir. J'ai lu des livres tout seul chez moi, j'ai lu des livres au coin d'une cheminée, j'ai lu des livres à la plage. On n'a pas la même expérience à chaque fois, on n'a pas le même ressenti. J'avais lu le livre La Horde du Contrevent à la plage, alors qu'il faisait chaud, alors qu'il y avait du sable, pas la même expérience que de lire chez moi dans mon lit. C'était beaucoup plus sympa justement, en fonction de ce que j'avais autour de moi, je ressentais la narration, l'histoire différemment, il y avait une immersion en même temps que les personnages avaient chaud, avaient froid, ou ressentaient par exemple le sable dans leur visage, pouvoir moi-même toucher du sable, c'était pas la même chose, j'avais pas l'impression de vivre la même histoire. Pourtant c'était différents niveaux de l'histoire, mais voilà, c'était moi ce que j'ai pu en explorer de cette question. D'accord. Du coup, t'as J'ai terminé. Ok. J'ai pas
écrit en plus. Mélisande, est-ce que tu as envie de prendre la parole? Ok, on passe au suivant alors. Wilfried. Wilfried, pardon. Désolé. Wilfried, également merci de m'accueillir. Au regard un petit peu des profils qui sont autour de la table, j'ai l'impression que je me positionnerai un petit peu plus en candide, parce que j'ai pas ni l'approche théorique ou universitaire que certains possèdent, ou également l'expérience. Je suis un rôliste passionné, mais qui n'est pas une expérience gigantesque, notamment en tant que maître. Mais malgré tout, je suis très heureux d'être à cette table et c'est très inspirant comme débat. Je me permettrai juste de rebondir immédiatement sur ce que tu viens de dire, Pierre-Jean, sur la perception d'une histoire en fonction du vécu. Et je me rappelle une petite citation un petit peu démago de Stephen King, qui disait que le véritable auteur, c'était le lecteur, puisque c'est lui qui reçoit cet imaginaire et qui va le projeter dans sa façon de le faire vivre en cinémascope dans son esprit. Et donc ça peut parfois être très différent de ce qu'un écrivain aurait pu écrire d'un lecteur à un autre. Alors de mon côté, je suis très enthousiaste à l'idée de vous écouter sur le sujet. Il y a quelques idées qui me viennent. En fait, je repense, on parlait évidemment, on va y revenir, sur l'histoire, la narration, en quoi ça consiste et par rapport au jeu de rôle notamment. Mais je repense, j'ai pas mal d'amis moi qui sont scénaristes pour la télé principalement, et je vois que par exemple la façon d'écrire des séries, donc dans l'histoire cette fois, eh bien ils sont en train de calquer en France ce qui se fait depuis très longtemps aux États-Unis, c'est l'idée d'avoir un collectif de scénaristes, d'auteurs, parce que, et je trouve que c'est totalement évident dans l'art du jeu de rôle, eh bien, la somme des imaginaires est bien plus importante que la juxtaposition des imaginaires de chacun. Et on va pouvoir, comme ça, dans l'interactivité de l'écriture, pouvoir s'enrichir les uns les autres, se questionner, et pouvoir faire vivre l'histoire bien au-delà. Et j'ai même un exemple plus précis que je trouve passionnant, c'est que j'ai la chance de connaître une jeune femme qui s'appelle Violaine et qui en fait est la seule à faire un métier unique en France dans le domaine des scénaristes. Elle est psychothérapeute de personnages de fiction. Alors présentée comme ça, on a l'impression que c'est complètement hors débat, mais en fait pas du tout, parce que elle est sollicitée par les producteurs la plupart du temps, ou parfois à la demande des scénaristes eux-mêmes, quand ils sont dans l'impasse. Alors, ils peuvent être dans l'impasse par deux aspects. Soit parce que leur personnage, le personnage de l'auteur, est un avatar de cet auteur. Et à un moment donné, il est face à des problématiques que l'auteur lui-même est incapable de résoudre. Imaginez quelque chose qui fasse écho à des douleurs, des empêchements, des mécanismes de défense de la part de l'auteur. Et le personnage de fiction ne peut pas trouver d'issue parce que l'auteur lui-même n'a pas d'issue. Et deuxième cas de figure où elle va intervenir, c'est quand lorsqu'il y a des incohérences au niveau du comportement des personnages. À savoir que dans une série, on a la Bible de chaque personnage, s'il y a plusieurs scénaristes, et à un moment donné, quelqu'un va faire quelque chose qui est pas du tout cohérent par rapport à son vécu, en écho aux autres épisodes, ainsi de suite. Et dans ces cas-là, on va gentiment conseiller à l'auteur de réfléchir à d'autres issues. Ah bon, on pourrait y revenir si ça vous intéresse, parce que c'est passionnant. Après, je veux dire, quand elle s'intéresse au personnage de fiction, forcément, elle s'intéresse à l'auteur. Il peut y avoir comme ça un transfert. C'est parfois douloureux, au contraire, ça peut simplifier les choses par rapport à ce que ressent l'auteur face à son personnage. Bon, bref, c'était une parenthèse, parce que je trouve ça vraiment passionnant. L'idée que l'aide extérieure va pouvoir développer, enrichir, aller bien plus loin que si c'était un simple auteur tout seul, et on rebondit sur le collectif de scénaristes. Sinon, en matière de jeu de rôle, moi ce que je retiens, c'est que pour chacun des participants, que ce soit le maître ou les joueurs autour de la table, encore une fois, les idées viennent, on peut avoir de l'enthousiasme, essayer d'imaginer tout un tas de comportements, des personnalités, ainsi de suite, des actions que feraient nos personnages, mais parfois on peut manquer d'idées, et là autour de la table il y a une énergie presque, voilà, une dynamique qui se crée, où le maître de jeu de façon subtile peut proposer des pistes, des petites façons et on peut le voir
de quelle façon, pas que ce soit grossier, mais comment chacun peut aider l'autre à sortir de cette difficulté. Je rebondis sur le métier de psychothérapeute, de personnage de fiction. Mais encore une fois, dans l'idée de collectivement écrire tous ensemble une histoire dont on soit heureux à la fois de leur vécu, et là tu l'évoquais Pierre-Jean, l'idée d'avoir à la fois, nous on est auteur et public, lorsqu'on fait du jeu de rôle, donc il faut qu'on soit vraiment impliqué, qu'on le vive pleinement, et qu'en même temps on soit heureux de ce qui est en train de se dérouler autour de la table, et en cela je trouve qu'on est au cœur de notre problématique. Voilà. C'est bon, Ouais, merci. D'accord. Du coup, Marc, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le sujet? Pourquoi pas. Je suis désolé d'avance, je vais être un petit peu chiant parce que je trouve la question intéressante en fait sur est-ce que l'interactivité nuit à la narration, mais en fait je pense qu'on peut aussi le retourner, c'est est-ce qu'elle peut nuire à la narration ou pas d'une certaine manière, est-ce que la narration peut nuire à l'interactivité aussi en jeu. En fait, je pense que la question est hyper ouverte et qu'en vrai la réponse elle dépend beaucoup du contexte et des situations, des tables, des jeux et de l'expérience qu'on a envie de vivre. Juste pour reprendre un des sujets qu'on a abordé rapidement, c'est sur la question des joueurs et du jeu linéaire par exemple. On peut penser effectivement que dans un jeu linéaire, les articulations entre chapitres sont écrites, donc en fait l'histoire est déjà écrite et les joueurs n'ont pas le choix. Mais quand on regarde bien, la manière, ce qui se passe au moment du chapitre, naît de l'interactivité entre ce qu'apporte la meneuse de jeu, le meneur de jeu et les joueurs. En fait, tout le monde raconte une histoire et participe à la narration en tant que telle. Certes pas avec exactement les mêmes rôles, les mêmes statuts, pas forcément non plus avec la même énergie, la même manière de faire, mais au final quand on fait du jeu de rôle, on est co-narrateur ou co-narratrice d'une histoire ensemble, déjà dans un premier temps. J'ai l'impression aussi qu'une des questions qui est soulevée sur cette question d'interactivité et narration, c'est qu'en fait, si on est quasiment que sur de la narration pure, on se rapproche d'une certaine manière d'une conte. Et là, je pense qu'on reprend effectivement un peu l'expérience qui a été relatée précédemment, ou même dans le conte, quand il y a un public, il y a quand même des interactions qui se créent, il y a toujours des petits interstices sur les personnes qui rient, réagissent, ne réagissent pas, il faut aller chercher le public, il faut essayer de le capter. On va raconter une histoire différente selon l'humeur qu'on peut avoir et l'énergie qu'on a le soir, mais aussi en fonction des gens qui sont là et du contexte. Et du coup ça joue, mais à l'inverse, si on est constamment à demander de l'interactivité, parfois un des pièges de ce choix-là, ça peut être le fait de ne pas avoir le temps de poser un cadre. Parce qu'effectivement, quand on joue, on a l'impression de tous participer au même jeu, à la même histoire, mais je suis pas convaincu que ce soit toujours complètement vrai. Et là, je vais juste poser un exemple tout bête, qui nous arrive souvent quand on est MJ, c'est qu'on décrit une situation, on invite les joueurs à jouer, et en fait, ce qu'on a décrit, c'était pas là. Enfin, c'était pas l'endroit où les joueurs se l'ont représenté. Ils ont imaginé un élément qui n'a pas été décrit par nous, mais qui leur semblait couler de source. Et là, du coup, davantage de narration aurait pu nourrir l'interactivité, d'une certaine manière. Il y a besoin de créer, de poser un cadre commun. Et la narration, de cette manière-là, elle peut nourrir l'interactivité. Au même titre que l'interactivité peut servir la narration, puisque chaque joueur, chaque joueuse apportant en fait à l'histoire permet de construire quelque chose. Donc j'ai l'impression que dans certains cas, l'un nuit à l'autre, et inversement, et que c'est davantage une question de dynamique de table, d'histoire et de style de jeu, ou de style de scène qu'on a envie de vivre et de faire vivre, qui va compter à ce moment-là, plutôt qu'une question à laquelle on puisse apporter une réponse directe, immédiate et systématique, en disant oui ça nuit ou non ça ne nuit pas. Je donne un autre exemple tout bête, c'est les situations de combat, en fait les situations de tension, ça peut être combat, tension, course-poursuite. Une pure narration de la part de l'auteur sur une situation de combat où les joueurs vont vouloir avoir, et les joueuses vont vouloir avoir une prise sur la situation, ils vont se sentir extrêmement passifs, voire potentiellement victimes de la situation, et pas sentir de liberté à agir, alors qu'au contraire, plus on va leur donner de l'espace, quitte à le faire en temps contraint. Par exemple, c'est l'exemple tout bête du décompte fait par la meneuse de jeu ou le meneur de jeu au moment où les joueurs doivent décider de la décision qu'ils doivent prendre, apporte un rythme qui les force à prendre des décisions au contexte, et directement qui rajoute en fait à l'intensité de la narration en tant que telle. Le fait d'avoir que 5 secondes par exemple pour décider de ce qu'on va faire face à un danger ou pour aller aider quelqu'un d'autre, en tant que tel, c'est un élément d'interactivité qui va créer
chez la personne, en fait, une partie de l'émotion qu'on a envie de faire vivre, que vit probablement le personnage à un moment donné. Et on arrive un peu à brouiller les frontières avec ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses à dire, mais enfin, juste un autre exemple sur la question de interactivité et narration. Quand un meneur de jeu est avec un joueur seul, je trouve que ça n'empêche pas nécessairement qu'il n'y ait pas de narration par ailleurs entre les joueurs eux-mêmes. C'est-à-dire que les autres joueurs et joueuses peuvent très bien décider d'interpréter leur personnage dans des scènes de vie quotidienne ou dans d'autres éléments et y trouver aussi un certain plaisir, ou même simplement échafauder les plans pour la suite ou réfléchir au point de l'enquête. Et ça, je pense que c'est pas interdit du tout et qu'au contraire, ça continue à construire de l'histoire en l'absence des MJ. Il y a juste une contrainte du coup à ce moment-là, c'est qu'il faut que là où le MJ accepte de perdre le contrôle en fait, ou le sentiment de contrôle qu'il voit là sur sa table, parce qu'en fait il y a beaucoup d'informations qu'elle ne capte pas ou plus de cette manière-là, mais ça va quand même enrichir l'expérience de jeu. Ok. Merci. Du coup, t'as fini sur... Je pense. Ok. Bah du coup, ça va être ton tour, Thomas. Alors, je vais mettre à ta place, Alban, si tu veux bien Ça prendre marche. Je vais prendre la de suite. ce que je vais dire. Hop. Ok. Alors, en jeu vidéo, il y a deux écoles, c'est les ludologues et les narratologues. Les ludologues pensent que ce qui est important, c'est le jeu, et les narratologues, pour eux, ce qui est important, c'est l'histoire, quoi. Et en fait, il y a clairement une école entre les deux qui essaye tout simplement d'apporter ce qu'on appelle la narration par le gameplay, quoi. C'est-à-dire que le jeu va créer de l'histoire et l'histoire va créer du jeu. Pour rebondir sur ce qu'a dit Marc, on peut notamment penser à des descriptions coffres à jouer. C'est-à-dire que plus tu prends ton temps à poser un cadre, à faire une description ample, et ben plus tu vas donner d'objets d'interaction aux joueuses, quoi. Et l'idée, quand on veut notamment marier interactivité et narration, c'est d'en finir avec les cinématiques, puisque l'idée, en fait, c'est que ce qui compte, c'est pas de vivre les choses, mais de les faire, quoi. Dans le jeu vidéo, par exemple, Last Guardian, il y a toute une série de sauts qu'on doit faire qui nous permettent de savoir qu'on est capable de sauter une telle longueur et pas plus. Et à un moment, on doit sauver donc l'oiseau duquel on s'occupe, et il est coincé sur une corniche qui est vraiment loin, et on sait qu'on peut pas sauter, c'est trop loin. Mais en fait, si on le fait dans l'espoir de sauver l'oiseau, et ben à ce moment-là, le jeu nous fait sauter plus loin que d'habitude. Et en fait, ça c'est un bel exemple, je trouve, de narration par le gameplay. On a aussi tout ce qui est la narration environnementale, c'est-à-dire que c'est le décor porte plein d'informations, que ce soit par exemple les affiches de propagande dans Dishonored, ou encore les livres qu'on peut récupérer dans Baldur's Gate, ou dans des jeux comme Pass of Exile. Et ça, je trouve que c'est plus intéressant que des pensums qui seraient apportés par des PNJ lors de cinématiques, avec des longs couloirs d'infodump. Quand on pense à interactivité, je pense qu'il y a une notion qui est importante à avoir en tête, c'est l'agentivité, c'est-à-dire que les personnages sont vraiment agents de l'action, agents du récit. Ça veut dire que ils peuvent tenter une gamme de choses importantes, et aussi leurs tentatives ont de bonnes chances de réussite, pas forcément des chances de réussite absolues. Donc ça veut dire rompre avec les murs invisibles, avec les ennemis qui ont des immunités narratives, ce genre de choses. En jeu de rôle, l'aboutissement de cette démarche, c'est le jeu de base. En fait, c'est un type de jeu où le MJ en fait va être très attentif aux initiatives que prennent les joueuses et va essentiellement rebondir dessus. Pour revenir à ce qui a été dit précédemment, au niveau des romans, il y a ce qu'Umberto Eco appelle le lector in fabula, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire que le lecteur, la lectrice, par son travail d'interprétation du texte,
eh ben, quelque part, a une interaction avec le jeu. On peut aussi penser évidemment au droit du lecteur de Daniel Pennac, le droit de sauter des passages, le droit de ne pas finir un livre, ça fait partie de ces choses-là. Il y a une formule très belle aussi de Eco qui est les promenades inférentielles, c'est-à-dire qu'on va se promener dans l'histoire auprès du héros, on va essayer de trouver qui est le meurtrier avant le héros dans les romans policiers. Une expérience très intéressante aussi, c'est, pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est le neurocinéma en fait. Donc c'est des films de cinéma qui, en fait, le montage va différer selon entre guillemets la fréquence à laquelle vous clignez des paupières quand vous regardez le film, en fait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas attentif à une scène, eh ben, le film va monter et amener une autre scène. Et en fait, si on voit que vous êtes attentif à une scène ou un détail, eh bien, le montage va changer, en fait. Donc, du coup, il y a vraiment une démarche exploratoire du public. L'analogie du jeu d'échecs dans les jeux narratifs, c'est quelque chose d'intéressant. C'est une expérience de pensée où on prend un jeu d'échecs, on joue une partie d'échecs et en fait on essaye de plaquer une histoire sur les mouvements des pions. Quand le fou fait un déplacement pour prendre une tour, en fait ça veut dire quelque chose parce que c'est des personnages et tout. Alors certains game designers trouvent que c'est un exercice vain, que l'histoire est artificielle, mais en réalité il peut y avoir des boucles de rétroaction qui fait que d'abord on se contente de raconter ce que font les pièces et en fait on finit par donner une identité aux pièces et la façon dont c'est attaché aux pièces d'échecs va influer sur nos choix tactiques et peut-être qu'on va volontairement perdre la partie parce que en fait narrativement c'est plus intéressant quoi. Ce qui est important de souligner, c'est le rôle du personnage, parce qu'en fait le personnage c'est lui qui fait la jonction entre l'interactivité et la narration. Dans les séries télé, on a deux approches qui s'opposent un petit peu. C'est l'approche par intrigue, où en fait les scénaristes vont construire une intrigue, une série d'événements, et ensuite ils vont se débrouiller pour que les personnages en fait amènent cette intrigue pour téléguider les personnages vers des situations, ce qui peut parfois aboutir à des situations un peu artificielles. Et il y a une autre approche qui est l'approche personnage, où en fait on réfléchit avant tout aux motivations du personnage, et ensuite on se contente finalement de les faire interagir ces personnages, et on voit où l'histoire amène quoi. Alors ceci dit, j'aimerais préciser que l'interactivité c'est pas toujours le Graal. Notamment, en fait, il y a une phrase qui est amusante d'Alias, c'est les joueurs peuvent faire en jeu de rôle, les joueurs peuvent faire n'importe quoi, et c'est généralement ce qu'ils font. En fait, concrètement, si on donne un grand pouvoir d'action aux personnages, ils peuvent faire des sorties de pistes importantes qui vont les faire quitter le scénario et qui vont les faire aller dans des directions qui sont, en termes de récit, pas intéressantes, quoi. L'exemple classique, c'est par exemple tuer le grand méchant dès la première scène, quoi. Hein. Il y a des scènes de jeux de rôle où, par contre, l'histoire, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Dans le jeu de rôle old school, en fait, on ne cherche pas du tout à raconter une histoire. Ce qui compte avant tout, c'est d'enquiller les défis ludiques les uns sur les autres. L'histoire, c'est un coproduit malheureux, en fait, de tout ça, quoi. Et c'est surtout, généralement, une perte de temps, et on préfère... dans le revival old school, des fois, il y a vraiment une recherche du donjon minimaliste, épuré, de toute scorie narrative, quoi. L'interactivité aussi va des fois empêcher d'aller dans des situations intéressantes. Je pense aux jeux de rôle d'horreur où en fait les joueuses, pour protéger leurs personnages, vont pas oser aller dans les endroits intéressants, vont pas oser prendre des décisions intéressantes, parce que en fait dans les récits d'horreur, ce qui est intéressant, c'est quand les personnages prennent des décisions stupides qui les mettent en danger. Et concrètement, si tu as des joueuses optimisatrices, elles vont profiter de leur interactivité pour ne pas prendre ces décisions stupides, pour refuser le danger, et ça peut mener des parties d'horreur dans l'impasse. L'autre problème aussi de l'interactivité, c'est quand vous offrez une grande capacité d'action aux joueuses, mais que les joueuses ne maîtrisent pas forcément le canon esthétique qui est recherché, et qui du coup, par exemple, ça peut nous amener à des super-héros qui prennent des décisions exagérément prudentes, ou des choses comme ça, quoi. L'idée aussi, c'est que l'interactivité, ça va prendre
de la place dans le processus de jeu, et c'est une place qui pourrait être dévolue à autre chose, par exemple à l'intercréativité, c'est-à-dire les joueuses qui prennent du surplomb sur leur personnage et qui co-créent, en fait, comme on l'a exprimé plus tard, qui co-créent l'histoire, mais vraiment en surplomb du personnage, et c'est quelque chose qui est également très intéressant, auquel il faut donner de la place, et puis également il faut donner de la place à l'interprétation, c'est-à-dire quand les joueuses prennent plus une position de public, et vont réagir en fait notamment aux narrations du MJ en faisant des spéculations et c'est aussi quelque part laisser la place des fois à la contemplation, quoi, ne pas succomber à une frénésie d'action et des fois juste apprécier en fait ce qui se déroule sans vouloir forcément intervenir et mettre son grain de sable. Évidemment, l'idée c'est aussi de jouer sur la tension entre interactivité et narration. Et donc, par exemple, ce qui peut nous intéresser, c'est l'ironie dramatique. Je pense évidemment au jeu vidéo The Stanley Parable, où il y a une voix off qui décrit tout ce que le personnage fait. Donc au début, la voix off se contente alors, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent mieux le jeu que moi, mais au début, la voix off se contente de décrire les choix que le personnage fait. Et puis au bout d'un moment, la voix off commence à décrire les actions du personnage avant que celui-ci ait pris une décision. Et donc du coup, on se retrouve avec le choix de faire ce que la voix off nous dit de faire ou de se rebeller. Et puis il me semble que si on se rebelle, on se fait plus ou moins engueuler par la voix off si on fait pas ce que la voix off raconte que Stanley est en train de faire. Le problème de l'interactivité aussi, c'est que ça nuit à la notion de culture partagée. Et notamment, c'est valable dans tous les jeux à scénario, et notamment dans les campagnes, surtout je pense aux campagnes mythiques, je pense aussi aux livres dont vous êtes le héros, ou aux jeux vidéo tels que les Telltales, donc par exemple. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on veut pouvoir raconter notre expérience. Alors, je finis très rapidement avec ça, j'en ai pour 1 minute. On veut pouvoir raconter notre expérience aux autres personnes qui ont joué au même jeu, et avoir l'impression d'avoir participer au même récit, à la même mythologie, quoi. Et pour ça, en fait, il faut des scénarios en fuseau, c'est-à-dire qu'il y a quelques embranchements, mais au final, ça se rejoint quand même vers, on va dire, 1 ou 2 fins possibles, quoi. Contrairement à des jeux qui permettent, en fait, en permettant tout, diluent en fait l'identité du jeu et finalement la sensation de faire des choix signifiants. Donc je vais laisser la parole à Alban. On va échanger de notre place pour que je puisse noter ce que tu racontes. Déjà, je vais commencer par revenir sur ce qui a occupé toute la première partie de la conversation, à savoir la différence entre interactivité et réception. Parce qu'effectivement, vous avez parlé dans un premier temps de l'incomplétude du livre, de l'incomplétude de l'histoire par essence qui a besoin de son récepteur pour pouvoir fonctionner. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui est théorisé dans le domaine de la littérature, qui est théorisé dans le domaine du cinéma, et qui est même théorisé dans la philosophie générale et la sagesse populaire avec cette histoire de l'arbre qui tombe dans la forêt, sans personne pour l'entendre, fait-il du bruit. Donc effectivement, c'est réfléchi, c'est travaillé. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre la réception et l'interactivité. Elle a été soulevée au travers de l'agentivité, c'est-à-dire dans le cadre d'un ouvrage ou d'un film, il n'y a pas la possibilité d'agir sur la narration en tant que telle, parce que la narration elle est fixée d'avance. Ce qui va changer, c'est votre capacité à l'interpréter, parce qu'en fonction même d'un milieu socio-culturel, vous n'allez pas prendre une œuvre de la même manière que quelqu'un d'autre. C'est le cas notamment avec les Mystères de Paris. De Gensu qui ont été pris par la classe populaire comme une inspiration à la Révolution, alors qu'en fait, pour l'auteur, c'était censé être un appel à une réformation du système par le travail. Donc c'était censé encourager une forme de conservatisme. En fin de compte, ça a mené à la Révolution. Voilà. À l'inverse, il y a quand même des pratiques qui vont plutôt dans ce sens-là, dans le sens d'une interactivité relative disons de l'interprète plutôt que du lecteur. Je pense notamment au visual novel. Donc on a une série de jeux qui va dans la lignée de
Merci, de Black Mirror. Je pense notamment à Beyond Souls, non, Beyond Two Souls, qui en fait, ce sont des genres de films qui sont éventuellement tournés même avec de vrais acteurs transmis en images de synthèse, mais dans lesquels une possibilité de réaction en arborescence va donner au joueur la possibilité d'avancer dans le scénario sans nuire à sa capacité d'immersion. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été souligné à plusieurs reprises et qui est très importante, c'est à quel moment l'interactivité nuit-elle à l'immersion. Est-ce qu'on prend pas justement un risque en laissant, pour revenir au jeu de rôle, les joueurs sortir des clous? Enfin, c'est une vraie question qui se pose. Et là-dessus, je vais encore une fois revenir sur quelque chose qui a été dit, mais effectivement, une narration linéaire n'est pas forcément un scénario couloir. C'est même le contraire, parce qu'un scénario couloir, c'est le contraire d'une partie de jeu de rôle. C'est valable sur certains RPG sur ordinateur. Parce que des possibilités de gameplay vont quand même rendre la chose intéressante. Mais dans le cadre d'une partie de jeu de rôle, ça n'a aucun sens. Parce qu'à partir du moment où on est autour d'une table, ce n'est pas pour être coincé entre les deux murs d'un couloir. Ça s'avère même relativement frustrant assez vite, surtout lorsque c'est visible. C'est pour ça qu'on a théorisé ces idées de liberté illusoire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a éventuellement besoin de ces outils. Non, là où je veux revenir, c'est que la narration linéaire, telle que l'a présentée Marc, fonctionne aux armatures, aux jointures entre les scènes, entre les chapitres. Et ça, effectivement, ça me semble très, très intéressant. On rejoint d'ailleurs la notion de scénario en chapelet, qui a été développé par Frédéric Sintès dans... Schéma d'évolutivité. Exactement, le schéma d'évolutivité narrative. Là-dessus, il y a, il me semble, effectivement, je pense vraiment que le véritable scénario linéaire laisse la liberté aux joueurs dans les scènes, mais c'est une liberté qui, en dépit de ce qu'elle a de réel, ne change pas l'arc narratif. Et c'est ce que montre le scénario, un scénario en chapelet pour Frédéric Sintès, c'est une succession de scènes sur laquelle, une fois que la scène est close, quelles que soient les décisions qu'ont pris les joueurs à l'intérieur, on va retomber sur une scène suivante qui va toujours être la même. L'exemple qu'il donne pour l'illustrer, c'est un scénario d'Harry Potter sur lequel les joueurs ont d'abord reçu leur lettre, petite introduction où ils découvrent qu'ils vont devenir des sorciers à Poudlard, puis on les réunit à l'intérieur du même wagon, ils se font embêter par un 4e année, et quelle que soit la manière dont ils se débarrassent ou pas du 4e année, la scène suivante, ça va être la répartition au chapeau. Et la scène suivante, ça va être le cours de défense contre les forces du mal. Et la scène suivante, et ainsi de suite. Donc quelle que soit la manière dont ils réagissent aux événements, la suite est programmée. Ce qui ne veut pas dire que leur histoire leur soit retirée. Ce qui ne veut pas dire que leur agentivité disparaisse. Ça veut seulement dire que il y a une différence marquée entre la narration prise comme scénario, et donc comme cadre, et les possibilités d'action des joueurs. Donc ça me semblait relativement important de le rappeler. Je pense en fait que je vais m'arrêter là. Voilà, pour ce premier tour. Juste pour être sûr d'avoir bien compris, ce que tu disais sur les scénarios en couloir, entre autres, c'est qu'il y a une interaction possible pendant la scène, dans le cadre qui est donné entre les joueurs, mais la fin de l'histoire et le passage à l'étape suivante est téléguidé, prédéterminé, c'est bien ça. En fait, une part de la narration est prédéterminée et le reste se fait dans l'interactivité entre les joueurs. Les joueuses. Alors, pour ce qui est de le scénario en couloir, non. Pour le scénario en chapelet, oui. Donc le scénario en couloir, c'est... En fait, c'est même un carcan qui est tellement resserré que tu sais d'avance qui tu vas rencontrer, qui va t'aider, presque qui tu vas aimer ou au contraire détester. Et
Dans un scénario en couloir de type RPG, tu sais déjà quels vont être tes alliés, quels vont être tes ennemis, et éventuellement, la possibilité de liberté, ça va être, tu peux explorer la taverne avant d'aller voir le forgeron, ou après. Mais dans tous les cas, tu auras rencontré le forgeron, et tu seras rentré dans la taverne. La preuve, ton donneur de quête, il est dans la taverne. Donc tu peux pas avancer dans l'histoire sinon. Voilà. Mais effectivement, ce que tu décrivais correspondait au scénario en chapelet. Oui, Dans le. Mais- Pas non plus énormément abordé ce sujet. c'est vrai. Quoi Là, il y a la question Le rapport des à la scénarios, mais aussi scène. la question du rapport aux scènes, et de la manière dont tu rapport joues, au- les fais vivre les Aux scènes. scènes. L'interactivité et la narration des scènes, c'est quand même. Le c'est la base. statut et le rythme. Moi, je peux même faire le lien entre scénario et scène, globalement. Je peux introduire ça, donc... entre... Quelque chose sur lequel vous voulez plus, Non, un ça peu. me semble être un bon sujet pour rebondir. Est-ce que c'est assez concret par rapport à ce que tu attendais? Savoir si on doit plus illustrer, plus. Dans le rapport dont on Ok. parle. Non, mais c'est cool, C'est mais. bon, ça a été avancé. Mais C'est une vraie question. Bah, peut-être dans la deuxième partie, on pourra. Actuellement, ça me semble bien. J'ai beaucoup aimé comment T'as- ces C'est pas des interventions, parties enfin, qu'on- l'intervention du dixième tour, ça peut aussi être des questions J'appuie sur le bouton. collégiales, en fait. C'est-à-dire, Non, j'ai c'est bon, envie c'est de fait. te poser Non, une non, question c'est à rien vous à faire. tous. Oui, mais j'ai appuyé sur ce Peut-être bouton des accidentellement. Ça me semble- questions. Ça peut se Ok. présenter comme ça aussi. Elle est Non, pas mais c'est allumée, c'est très bien. Justement, j'aimais beaucoup cette idée de scénario en chapelet et de la problématique que ça pose derrière, parce que moi, c'est un problème que je me pose avec mes joueurs. Leur donner un cadre, ma première année à faire des jeux de rôle avec eux, ça a vraiment été juste des tests, de voir ce qui marchait, de voir ce qui marchait pas. Trop de liberté, ils faisaient que des conneries. Ça zigouillait des gars dans les tavernes, ça dépassait du monde, ça m'en sait hyper rien. intéressant, je trouve dommage que ce soit pas enregistré. C'est enregistré. Ah, ok. On est en train de l'enregistrer, là. J'enregistre les tergiversations, mais de plus loin. Bah, je t'en prie, Pierre-Jean poursuit, puis après on fera la Ouais. Voilà. Et après, d'autres choses, au contraire, l'autre extrême de... J'ai voulu faire une session ultra cadrée où il y avait, j'avais bien prévu mon scénario, tout le déroulement, tout ce qui devait se passer, toutes des phrases, des mimiques que devaient avoir certains PNJ, des images de représentation de blasons de certaines maisons pour justement faire une grosse immersion là-dessus. Et au contraire, ben, ça m'a bloqué, ça les a bloqués, ça a cassé la narration parce que je savais plus justement où aller. J'avais perdu cette capacité d'improviser et c'était extrêmement relou. Et du coup, aujourd'hui, je fais un entre-deux où je fais 2-3 sessions un peu ok, on doit aller du point A au point B. Du coup, c'est cadré, mais ce qui se passe dedans, ça va en gros m'aider à comment est-ce que je vais après de B à C. Justement, je ne définis pas C typiquement pour me laisser cette liberté-là et que au moins mes joueurs aient l'influence et l'idée, au moins l'impression d'influencer leur histoire, le scénario après. Mais je découpe un peu entre les deux, je fais un micmac. Là justement, je suis censé jouer avec eux dans 2 semaines, j'ai aucune idée de ce que je vais faire et je vais me baser sur ce qu'ils ont fait la dernière fois. Alors que voilà. Je reviendrai sur toi si tu veux après. Voilà. Pardon, il y a des choses rigolotes quand on sait pas quoi faire, parfois il faut juste demander aux joueurs ce qu'ils ont envie de faire. Enfin, ce que le personnage Ok. aurait envie de faire, ça fait les scénarios tout seul. C'est vrai aussi. Ouais, en fait, à 7 personnes, hein, c'est plus facile. La... Non, mais juste deux, s'ils ont un truc un peu. C'est vrai. Un peu droit et direct, t'as des choses qui se construisent tout seul. D'accord. c'est- Ouais, Non, ils savent pas toujours justement. Ils sont- Il suffit d'en choper un. Mais leur demander ce qu'ils ont envie de faire. Ok, très bien. C'est- Bah, je vais- ça aide, c'est effectivement. Mais je tenterai reviendrai, ça. je reviendrai sur ce que tu as demandé vis-à-vis du scénario en chapelet parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Venir au début, je sais pas, et par trouver un truc. D'accord. Est-ce que Par vous êtes récap d'accord pour qu'on passe au récap? Ouais. Ouais. Attends, récap. Super virgule. Donc on a défini l'interactivité par un spectre et la narration grosso modo par un ensemble d'événements qui pouvaient se produire sous forme de scénario ou sous forme d'improvisation. Alors pour paraphraser Pierre-Jean, j'ai noté que la narration c'est quelque chose qui était plus important que le narrateur, que dans le théâtre il y avait de l'interactivité avec le public, en fait il fallait réagir au public et apporter les respirations nécessaires à ce que le public puisse s'inclure.
Dans les séries, il y a des séries télé à fin multiple, et en fait, elles peuvent s'arrêter prématurément si on fait le mauvais choix, donc quelque part c'est une forme de jeu. Et en fait, la question a été posée de savoir si justement ce caractère ludique de la série nuisait à l'immersion. On a vu quand il y avait plus différents arcs narratifs de personnages, bah, ça nuisait au récit global. Et que du coup on pouvait éventuellement préférer du jeu de rôle en one-to-one, quoi. La narration n'existe que par la présence du public et elle existe pour le public, donc quelque part il y a forcément une interactivité nécessaire. Et quant à la réception du récit, elle évolue avec l'époque, elle évolue également avec le contexte dans lequel le public reçoit l'œuvre. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que j'entoure dans ce qui a déjà été dit? Des choses qui vous ont particulièrement interloqué? Peut-être jeu versus immersion. Ouais, ça, effectivement, je suis d'accord. Et ça veut dire quoi, jeu? Parce que si on est sur le jeu au sens du théâtre, c'est le jeu qui contribue à l'immersion aussi. Alors, c'est l'interprétation qui donne l'immersion. Du coup, ouais, ça c'est des choses qu'on pourra parler lors de l'échange. Je pense qu'il faudra le développer plus avant. Je pense que tu parlais aussi de la narration pour le public, puisque le public a différents types de visages. Tu as le public, dans certains cas de partie, tu as aussi le public, les autres joueurs. Parfois assistent à une scène sans forcément y participer. Ouais, donc ça c'est quelque chose qui vous intéresse. Je pense qu'on peut entourer réception, c'est revenu sur reprise. Alors je vais paraphraser Wilfried. En fait, il se trouve que le récepteur, le lecteur, la lectrice, éventuellement les joueuses, c'est le dernier auteur en fait, puisque finalement c'est lui qui décide de ce que le récit a été, quoi. Hein. Et non pas l'auteur premier. On a vu que les séries télé s'écrivent en fait avec un collectif d'auteurs, un petit peu comme finalement dans un jeu de rôle. Et grosso modo, en fait, il y a une interactivité entre scénaristes. Alors ça, pour employer un terme barbare, hein, c'est ce qu'on appelle l'intercréativité. On peut faire une psychothérapie des personnages de fiction, que ce soit pour trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les personnages, aux impasses dans lesquelles ils sont, ou pour dépister les incohérences dans le comportement des personnages. Et là, on pourrait, là c'est mon interprétation personnelle, hein, bien sûr, mais on pourrait parler en fait d'interactivité métatextuelle. C'est qu'en fait, il y a une interactivité entre les auteurs divers et variés et le matériau fictionnel, quoi. Et il y a aussi quand le MJ aide les PJ à sortir de l'impasse. Donc là, c'est pareil, c'est assez méta comme interaction, quoi. On peut parler finalement de brainstorm. Romaric Briand parle de maelstrom, hein. Donc c'est justement comment les joueuses vont harmoniser leur vision de la fiction, quoi. Et donc ça, c'est forcément quelque chose de très méta. Est-ce qu'il y a des choses dignes d'être entourées dans tout ça? Je dirais que quand le MJ aide les autres PJ, c'est une forme d'interaction. Il faut peut-être aussi voir et définir, il y a l'interaction hors jeu, l'interaction en jeu. Ouais, donc je vais entourer interaction méta en fait. Hein. Ouais, voilà, l'interaction méta et l'interaction à l'intérieur du jeu. Moi, je trouve super intéressante la question du psy pour jeu perso. Il m'est arrivé, je le fais beaucoup moins souvent, mais ne serait-ce que demander aux joueurs pour sentir le personnage par rapport à une situation en cours ou ce genre de choses. Et en général, déjà, ça les aide à incarner, ça nourrit leur jeu. Et ensuite, ça permet aussi de guider, de savoir un peu ce vers quoi avec quoi on peut s'amuser. Je trouve que cette idée-là... C'est un peu demander, avant de demander que fais-tu, demander qu'est-ce que tu ressens, quoi. Ouais, ou même sans le faire systématiquement, le faire par exemple, je sais pas, entre deux parties en fait, ou au début d'une nouvelle partie. Qu'est-ce que le personnage ressent par rapport à ça? C'est déjà une manière de se remettre dans le jeu sans avoir exactement reposé le cadre. Justement de poser la trame, les interactions entre chacun sur des choses qu'ils sont censés voir, parce que c'est vrai que dans le jeu de rôle, on va pas forcément faire du théâtre, mais quand on fait du théâtre, enfin quand chaque joueuse fait du théâtre dans le jeu de rôle, ça nourrit aussi le jeu de chacun. Okay. Alors, garde des exemples pour la suite. Avec ta permission, Marc, parce qu'effectivement on rentre dans un couloir qui nous fait un peu sortir du pur récap, donc on va passer à la suite et justement je vais récapituler ce que toi tu as dit.
Donc il y avait une question, c'est est-ce que la narration nuit à l'interactivité? Donc retourner la question, ça c'était vraiment intéressant. Moi je me Ouais. permets de l'entourer parce que c'était une de mes problématiques aussi. Tu nous as précisé que toute la table participe à la narration, donc il y a une co-narration. On retrouve la notion d'intercréativité, hein. Tu nous as dit que finalement la narration poussait son paroxysme, la narration pure ça devient du conte, mais même dans le conte il y a carrément une forme d'interaction avec le public. Et tu nous as aussi précisé que trop d'interactivité ça faisait une absence de cadre et que grosso modo si pour faciliter l'interactivité le MJ avait des descriptions trop courtes, trop incomplètes, ça augmentait les incompréhensions, puis peut-être aussi finalement la marge d'interactivité, puisqu'on perd ce côté description coffre à jouer, et donc et du coup finalement en donnant trop peu de cadre, on donne trop peu d'idées d'actions joueuses, quoi. Surtout qu'on joue pas au même jeu. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes qui jouent pas la même scène en fait. Ouais, c'est ça, donc il y a une absence on n'arrive pas à synchroniser nos visions, tout à fait. Tu nous as parlé des prises de décision en temps limité, donc ça rejoint beaucoup cette notion de synchronisation des visions, où là finalement on va la restreindre volontairement pour apporter un effet de stress, de rapidité. Il nous a parlé des apartés, en fait MJ joueuse, pendant ces apartés en réalité la fiction ne s'arrête pas pour les autres, puisque les autres personnages peuvent jouer des scènes d'introspection, planification ou des discussions entre personnages. Qu'est-ce que vous voulez entourer dans l'intervention de Marc? Moi, je pense qu'il y a le cadre. La question du cadre et du partage de l'imaginaire qu'on peut Oui. avoir d'une scène. Cette partie-là, effectivement, m'intéresse. Imaginaire, la synchronisation. Synchronisation. Le rapport à la synchronisation des ressentis des joueurs autour d'une même scène, ou au contraire son éclatement, m'intéresse personnellement. Ok. Ça fait écho, cela dit, tu parlais de la prise de décision en temps limité, c'est le rythme finalement de l'histoire. Le rythme, ah oui, excellent. Là, tu nous as balancé un gros mot-clé bien lourd et très utile. Difficile à définir aussi. Oui, bon, on va faire à la Monsieur Jourdain, hein, ça va le faire. Est-ce que, Alban, tu serais d'accord pour Ouais, bien sûr, pour résumer ce résumer le que tien. moi j'ai dit? Alors, Ne bouge pas, t'inquiète pas. t'es sûr Ou normalement ça passe. Alors, tu as commencé à introduire, Thomas, ton sujet en faisant la différence entre, dans le domaine du jeu vidéo, les ludologues qui considèrent que le jeu est supérieur à la narration, et à l'inverse, les narratologues qui considèrent que l'histoire est supérieure au jeu, donc au gameplay notamment, avec entre les deux cette catégorie de développeurs qui considèrent que l'histoire doit être transmise par le jeu, dont tu as d'ailleurs donné des exemples par la suite. Notamment le fait d'en finir avec les cinématiques, de passer par le gameplay pour expliquer, pour raconter. Mais également par l'environnement. Donc tu as donné plusieurs exemples. Ok, donc ensuite, donc là, ont déjà été entourés par Thomas, la narration par le gameplay et la narration par l'environnement. Afin de l'auditoire, voilà. Il y a eu également la mise en lien de l'interactivité en rapport à l'agentivité. Donc là, c'est la première fois où l'agentivité est sortie dans le débat, et du coup, c'est ça donnait une bonne différence avec la réception. Ça permettait d'établir une différence avec la réception d'une œuvre. Tu as pris l'exemple du joueur d'échecs, donc valable si identification, donc qui est le fait de donner de la valeur aux pièces, de créer une narration sur une partie d'échecs, mais qui est potentiellement inutile, voire délétère, excepté si l'identification aux pièces favorise des mouvements sous-optimaux, auquel cas la narration prend une importance dans le cadre du paradigme. Rôle du personnage de fiction. Le personnage fait le lien. C'est ça. Donc le personnage justement fait le lien. Donc c'est bien. Donc de là, on en arrive au fait que le personnage fasse le lien entre d'un côté la narration et de l'autre l'interactivité, puisque c'est ce rapport au personnage qui
qui peut protéger une surexploitation de l'interactivité, que ce soit pour nuire à la narration vis-à-vis de petits mots. Donc, on revient par exemple sur l'horreur, les scénarios d'horreur où où les joueurs vont vouloir protéger leurs personnages en ne faisant pas les solutions, en n'allant pas vers les options les plus stupides qui justement sont le propre des films d'horreur, ou vis-à-vis de l'esthétique d'une partie. Ce qui pousse à faire des réactions différentes de celles qu'on aurait pu imaginer pour leur personnage. Et enfin, on établissait la différence entre l'interactivité et la création partagée, puisque l'une n'évoque pas forcément l'autre. Et là-dessus, je pense qu'on revient d'ailleurs au rapport de synchronisation qu'on a déjà pu évoquer par le passé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à entourer? Ouais, justement, je pense la différence entre interactivité et création partagée, parce que ça revient pas mal vis-à-vis de l'intercréativité, quoi. C'est ça, de Ouais, l'interaction. ça a déjà été entouré. Ce qui a déjà été entouré plusieurs fois. Je sais pas Mais- comment tu fais la narration partagée sans interactivité. D'ailleurs, ça doit pas être possible, effectivement. Non, mais quand tu fais de la narration partagée, ça n'empêche pas que ce soit interactif. Bah, C'est juste que tu as une couche en fait. supplémentaire qui est l'intercréativité, c'est-à-dire Ouais. que en fait, toutes les joueuses T'as ont besoin de des langue et- inputs créatifs qui vont en fait se marier, c'est-à-dire que les inputs créatifs vont s'influencer les uns les autres. J'ai fait un peu débat ça. Sur du récap. Je vais résumer ce que tu as dit, Alban. Attends, juste la question du jeu d'échecs, moi je la trouve intéressante, je sais pas du tout à peu nous mener. Mais je sais moi, elle me parle plus dans le wargame, pour des questions toutes bêtes, c'est que du coup, très vite, une chose assez rigolote, c'est qu'on peut se retrouver avec un pion qui finit par avoir fait des exploits, moi je suis le dernier survivant, et du coup, on finit par lui donner un nom, il devient quelqu'un, il devient quelque chose, et on arrive, je trouve, moi j'arrive mieux à me projeter dans cette, via l'angle du wargame. Mais je trouve qu'effectivement ça soulève des questions intéressantes, c'est quelque chose qui n'était pas important jusqu'à présent commence par devenir personnifié, avoir un impact, un comportement et il y a guidé en fait Je tiens à préciser que ces ça, actions par la suite. ça peut être aussi un élément pour gagner le jeu en fait. C'est un truc que j'appelle la compétition compassionnelle en fait. C'est que quand tu arrives à donner une identité suffisamment intéressante à tes pions, à tes personnages, pour qu'en fait les autres osent pas les attaquer trop fort. Ah, Si vous le permettez, là, il est déjà 17h30, ce qui fait que pour le bien du prochain tour de parole, ce serait bien qu'on continue le récap. Alors, Alban, tu nous as rappelé en fait les rapports entre interactivité et réception, en nous précisant que la différence en fait c'était l'agentivité qui permettait, parce qu'en fait la réception c'est une forme d'interactivité, mais c'est finalement il y a une forme d'interactivité plus importante qui est l'agentivité où on se contente pas d'influer sur le récit par la façon dont on le perçoit, mais aussi on peut carrément agir sur le récit. Tu nous as parlé de l'incomplétude du livre, qui permettait déjà la réception interactive. Tu nous as parlé en fait des œuvres qui amènent le public à agir, qui pouvaient carrément provoquer des mouvements révolutionnaires. Donc en fait, c'est une interactivité, mais dans le réel, quoi. Tu nous as parlé des visual novels et des films interactifs, où tu as soulevé en fait une idée que là, l'interactivité ne nuisait pas nuisait pas ni à la narration ni à l'immersion, parce qu'en fait il y avait un média personnage qui permettait de rester dans cette immersion, quoi. Concrètement, à juste je regarde un film et je peux choisir la fin, parce que là en fait c'est pas que je choisis la fin, c'est que j'influe sur les décisions d'un personnage. Tu nous as parlé des scénarios couloirs où en fait il y a peu de marge de choix pour les joueuses, ou des scénarios, moi j'appelle ça les esprits pionniers, où en fait les joueuses ont le seul choix de faire les événements dans l'ordre qu'elles veulent, mais il faut qu'elles fassent tous les événements, quoi. Et tu nous as dit que pour toi c'était pas des types de scénarios rêvés pour du jeu de rôle, qui avaient des libertés mais qu'elles étaient illusoires, et que tu préférais en fait des scénarios en chapelet, où il y avait une interactivité qui était dans les jointures entre les chapitres. Si j'ai pas... Alors, je vais revenir sur ça, c'est l'ordre. pas une préférence, mais effectivement, je rebondissais sur ce qu'avait dit Marc, et
Pierre-Jean, donc pour faire le lien. Et donc l'avantage en fait de cette structure, c'est que il y avait une liberté pour les joueuses, mais pour autant ça ne changeait pas l'arc narratif, ce qui fait que le scénariste pouvait se concentrer sur un seul arc narratif fort plutôt que d'essayer d'en développer plusieurs. T'as émis le souhait qu'on parle plus tard du scénario. Marc a rajouté que ce serait intéressant de parler de notre rapport aux scènes et des liens entre les scénarios et les scènes. Je vais juste me permettre un petit correctif sur ce que je disais à propos de la réception. Lorsque j'ai parlé je ne parlais pas de l'interactivité dans le sens de pousser à la révolution. Donc c'était les mystères de Paris de Gensu. C'est parce qu'au contraire, c'est un raté de communication qui pousse à la révolution, ce qui est paradoxal quand on y pense. Donc, il voulait pousser à l'inertie en fait, c'est ça que tu veux dire. Non, pas non plus. Il voulait pousser à une certaine forme de réaction politique qui n'a pas été une réussite. Non, là où je suis relativement, même en pensant que l'ouvrage pousse à l'action, je suis relativement dubitatif sur la capacité à le faire automatiquement, à obtenir une réaction. C'est juste ça. Tout à fait, ouais. Entendu. Qu'est-ce que vous voulez entourer en fait dans le résumé d'Alban? Donc on a entouré Esprit Pionnier, scénario couloir, ça avait été... je pense qu'il faut entourer le rapport aux scènes, puisque ça a été la question du chapelet. La question du chapelet, elle a été demandée par Pierre-Jean. Autre chose? Non. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que si c'est possible de te squatter le dernier Velleda, en fait tout ce qu'on a entouré, je vais faire juste la liste de mots-clés, comme ça vous aurez ça sous les yeux de façon lisible, parce que ça c'est illisible en fait. Donc on aura bien les mots-clés sous les yeux. Alors je résume rapidement les mots-clés qu'on a ressortis de tout ça. Donc il y a le jeu pour ou contre l'immersion. Il y a la narration qui est faite pour le public, il y a la réception, la psychothérapie de personnages, tout ce qui est interactivité méta. Il y a quand le MJ aide les PJ à sortir de l'impasse, donc qui est un peu relié au méta, quoi. Il y a la question « Et si la narration nuit à l'interactivité ?» Il y a la question du cadre, il y a la synchronisation entre joueuses, donc des visions, quoi. Il y a le rythme, la narration par le gameplay, la narration par l'environnement, l'agentivité, l'identification du coup au personnage, l'intercréativité, les scénarios couloirs / esprit pionnier. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, on s'en rapproche, quelque chose de très, très dirigiste, quoi. Les scènes à l'opposé, enfin, les scénarios en chapelet, et puis le lien entre les scénarios et les scènes. Alors évidemment, on n'est pas obligé de parler de ces mots-clés, mais vous les avez sous les yeux, ça peut éventuellement vous inspirer, de peut-être vouloir piquer un des mots-clés et puis rebondir dessus, quoi. Ok. Bah, let's go, du coup je vais ouvrir le bal. Je vais l'ouvrir donc sur la dernière question que j'ai abordée, parce que ça avait l'air de faire réagir, donc qui est sur celle des scénarios en chapelet. Donc non, moi c'est pas le scénario que je préfère, parce que dans le débat qu'on est sorti, on m'a fait dire ça et c'est pas tout à fait le cas. Moi ce que j'utilise en termes de prédilection, c'est ce que j'appelle des scénarios en jalon. On peut voir ça comme une variante, si vous voulez. Parce que la grosse particularité du scénario en chapelet, c'est qu'elle force l'utilisation d'ellipses. C'est-à-dire que si on récupère des scènes qui sont aussi qui sont indépendantes les unes des autres, c'est que ce qu'il y a entre les deux, ce qui mène d'une scène à l'autre, est prévu et n'est pas ne peut pas être sujet à agissement, à interprétation, à interactivité. C'est ça le principal. Donc, au contraire, dans un scénario en jalon, je sais d'ores et déjà que mes personnages, que mes joueurs, vont devoir passer une porte. Je ne sais pas encore comment ils vont la passer. Est-ce que ça va être en achetant une clé au hasard auprès d'un marchand? Est-ce que ça va être en corrompant le garde qui est devant, ou en tirant au canon sur le mur à côté? Et par contre, les conséquences qu'il va y avoir, elles, vont avoir une suite. C'est-à-dire que j'ai des objectifs qui sont déjà suffisamment prévus. Enfin, une suite de moyens pour réunir l'objectif final qui sont prévus. Je sais que mes joueurs sont suffisamment investis pour vouloir obtenir cet objectif final, parce que
parce qu'un bon scénario de jeu de rôle, je le pense, a besoin de personnages qui n'en auraient pas besoin, donc en soi qui pourraient faire une aventure à eux seuls sans avoir besoin d'un cadre pour les y pousser. Et à partir de là, rouler manège. Donc les joueurs peuvent passer. Et justement, ça me permet de faire le lien entre le scénario et la scène. Parce que la scène me permet de définir des situations, au sens large, qui vont se succéder. La manière dont elles vont se succéder et la manière dont elles vont dont elles vont interagir les unes avec les autres, va intégralement dépendre des joueurs. Et la preuve en est que à cette première organisation de scénario en jalon, j'ajoute une surcouche de bang. Je sais pas si vous connaissez la technique de narration, ça a été théorisé dans l'un des podcasts de la cellule. Et l'idée, c'est d'avoir des espèces de scènes cartouches. Alors, c'est Ron Edwards qui a conçu les bangs, la cellule, ce qu'on entend de vulgariser. De la vulgarise, d'accord. Ça arrive au bon moment. Mais du coup, donc l'idée, c'est d'avoir des scènes dans une cartouchière, des scènes qui vont impacter ton public et qui vont le saisir au corps instantanément. Donc c'est des scènes sur lesquelles on mise qu'il y aura identification, qu'il y aura réception forte, et du coup qu'on garde en réserve et qu'on peut utiliser un peu à n'importe quel moment. Donc des scènes flottantes. Et en cumulant ça avec mes scènes en jalon, j'ai un cadre relativement efficace de campagne, enfin de scénario plutôt, et qui en plus me demande une préparation relativement faible. Je dis bien relativement parce que du coup j'ai pas besoin d'avoir la totalité des éléments prévus à la Call of Cthulhu, donc avoir le chrono de chacun des personnages, la réaction de comment ils vont faire. Et de ce côté-là d'ailleurs, pour ce qui est des personnages, c'est une petite parenthèse. Il y a un article que j'avais trouvé particulièrement intéressant. C'était C'est pas moi, c'est mes PNJ du bruit derrière le paravent, où en gros l'auteur du blog défend que sa préparation est construite intégralement par ces PNJ qui vont réagir, qui ont leurs objectifs, leurs moyens, et donc il fournit quelques éléments pour créer ces PNJ et pour créer pour créer en fait ce dont il a besoin chez ces PNJ. Et à partir de là, c'est la volonté de réussir leurs objectifs qui va être moteur de l'histoire. C'est-à-dire que les PNJ vont toujours être en réaction aux joueurs. Si les joueurs s'en tirent mal sur une scène, les PNJ vont en tirer parti, ou à l'inverse. Et du coup, comme les PNJ qu'ils travaillent sont des PNJ qui ont des moyens d'action forts, du coup, on sait déjà comment ils vont réagir et par quel biais ils vont favoriser pour essayer d'obtenir leurs résultats. D'autant que c'est toujours des PNJ qui ont des objectifs, c'est pas des objectifs neutres. Enfin, c'est pas des PNJ neutres qui sont là pour le décor. Voilà pour ce que j'avais à dire pour faire un lien entre des scénarios et des scènes. Si quelqu'un veut réagir, sinon on passe à la suite. Non ? C'est bien en fait. Ok. Du coup... Très bien. Moi, je peux continuer. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser sur l'aspect jeu immersion et dans un jeu vidéo, ce qui permet de le construire et d'aider à la narration, c'était notamment sur la création des tutoriels dans un jeu vidéo. C'est toujours très compliqué, très dur de comment est-ce qu'on pense à un tutoriel qui, en même temps, apprend à utiliser le jeu, en même temps et pas bateau avec juste va buter des rats et voilà comment ça marche, en même temps brise pas totalement l'immersion. Il y avait j'avais vu une vidéo très intéressante là-dessus sur l'un des premiers Metal Gear Solid où justement le tutoriel derrière était construit pour absolument enlever toute notion de tuer dans un jeu. Tu dois cliquer sur des boutons pour pouvoir interagir avec ton monde et tout ce qui est semblable à un jeu, par exemple quand tu as une voix off, une voix de narration qui essaie de te guider, c'est très précisément c'est quelqu'un qui la voix off existe aussi dans le jeu, quoi. Voilà, la voix off existe aussi dans le jeu et aussi un personnage du jeu qui est là pour te guider et qui te guiderait pas comme toi en tant que joueur mais comme toi en tant que justement derrière
le personnage du jeu, donc Solid Snake. Et ça m'a fait penser à ça, notamment de tutoriels qui sont bateaux, qui sont relous, qui aident à rien du tout. Voilà. Moi, c'est ma piste de réflexion qui m'est venue après toute cette discussion. En jeu de rôle, on appelle ça l'immersionnisme. Ouais. C'est quand en fait, tous les éléments de gameplay, on essaie de les intégrer dans la fiction, en fait, pour que ce soit pas méta et qu'on n'ait jamais l'impression de sortir du jeu, quoi. Ce que j'ai tenté justement avec une nouvelle joueuse, une fois, c'était rejoins-nous, dis-moi ce que tu veux faire avec ton personnage, je te donne aucune règle, tu sais pas du tout comment ça va se passer, comment tu vas réagir à tes interactions, et juste, viens. Tu veux faire ci, là tu découvres tel élément de règle du jeu. C'est au lieu de, je te dump une quantité faramineuse de règles avant, et voilà. Pour justement pas du tout influencer son processus de création de personnage, notamment. Que son personnage l'est en partie créé pour elle. Voilà, je voulais tenter une autre approche. Ok. Si je peux un tout petit peu réagir à voir ce que tu as dit. J'ai un jeu qui s'appelle Écorce où on prolonge un peu la démarche que tu présentes, notamment pour tout ce qui est présentation de l'univers, en fait. On considère que les personnages sont amnésiques, ça fait très peu de choses sur l'univers. Et en fait, quand tu veux savoir des trucs sur l'univers, il faut que tu ailles demander au PNJ, en fait, parce que le MJ te donnera jamais d'informations méta sur l'univers, et donc il faut que tu te débrouilles pour apprendre littéralement comment le monde fonctionne, en le faisant dans la narration, quoi. Alors il te reste du temps, hein, Pierre-Jean, hein, si, Non, je suis pas sûr que j'ai grand chose d'autre à dire. Est-ce que j'ai des questions? Ouais, sur des trucs qui auraient déjà été dit. Très particulièrement. Non, plutôt pour toi, Wilfried, justement, sur ton ami qui fait de la psychothérapie des personnages, je trouve ça fantastique et extraordinaire que ça existe. Est-ce qu'elle a un blog, quelque chose, une méthodologie, parce que c'est juste ça que je suis ultra curieux. Écoute, par rapport à la question que tu me poses, j'ai beaucoup pensé à elle durant nos échanges, et je me dis que ça serait vraiment intéressant d'essayer de travailler avec elle, de la questionner sur ce sujet-là, et je pense que ça fait écho à notre passion commune. Donc malheureusement non, à ma connaissance, je crois pas qu'elle ait d'endroit où elle poste ses travaux, mais je pense qu'elle serait disposée par contre à des rencontres, donc il faudra qu'on en parle à côté. Alors de mon côté, de façon très synthétique, tout ce qui a été évoqué, qui était très riche, merci d'ailleurs à tous, eh bien ça fait écho, finalement je pourrais terminer sur des parties toutes récentes que je viens de faire, de jeux de rôle, et je me dis que c'est vraiment, ça me fait vraiment réfléchir. Alors j'avais 2 parties de Cthulhu, toutes récentes, il y en avait une et ça fait écho sur la cohérence des personnages, et je sais plus qui a abordé l'idée de la décision de refuser le danger par exemple. Et là on a fait un Cthulhu, ça se passait dans la nuit, et tous les personnages avaient peur, ils étaient réfugiés dans un cabanon, ne souhaitaient pas sortir, et finalement, tenez-vous bien, on a fait 2 heures de roleplay, on aurait dit un film français, un huis clos où chacun exprimait ses inquiétudes, ses ressentis, et c'était finalement très frustrant, même si j'ai apprécié le roleplay, parce que moi je trouvais que c'était quand même dense, tout le monde était frustré, du joueur au maître de jeu, parce qu'il n'y a pas eu d'action, on n'arrivait pas, et je trouve qu'on revient sur la notion du rythme, notamment ce que fait bien sûr Johan Scipion avec Sombre, si on avait eu un compte à rebours, là on aurait dû agir. Donc peut-être qu'à ce moment-là, d'avoir du temps à outrance et de pas savoir l'utiliser, de rentrer dans une dimension purement psychologique d'interaction, ça nous a frustrés dans l'histoire, alors que là, peut-être il aurait fallu accélérer. J'ai un deuxième exemple, alors c'était une double table de partie de Cthulhu, que moi j'ai beaucoup apprécié. Double table, donc en plus ça avait pas mal de joueurs, ça devait faire 2 x 6, 2 maîtres de jeu, et donc on jouait des professeurs d'université, et nous avions des chats, et donc 2 tables avec d'un côté les félins, et de l'autre les professeurs d'université. Et moi j'ai beaucoup apprécié la partie, mais vous savez, des fois, à la fin d'un film, on peut apprécier un film, mais pleinement dedans, et dès que le générique arrive, dire oui, quand même, je me suis fait un petit peu avoir, les ficelles étaient un peu grosses, et j'aurais pas forcément envie de revoir un film de la même teneur, ou du même scénariste, du même réalisateur. Et bien, c'était la même chose, c'est-à-dire que la partie était très chouette, mais finalement, c'était purement couloir, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passait, à un moment donné, on combattait une créature, on était en train de gagner, donc moi j'étais super content et tout, mais tac, elle s'échappe, évidemment, au dernier moment et tout, on voyait que tout était scripté. Pourquoi ? Parce que les 2 tables devaient se retrouver naturellement,
les professeurs devaient retrouver les chats, ainsi de suite. Enfin, l'inverse s'est produit d'ailleurs. Et donc, j'ai beaucoup apprécié l'expérience, mais je me dis que j'aurais pas forcément envie d'aller dans ce type d'histoire où finalement on était quand même très guidé dans ce couloir. Donc ouais, par rapport au scénario en chapelet, moi je trouve que tu dis que c'était pas ta préférence, Alban. Bah, personnellement, il faut qu'il y ait de la liberté. Il faut qu'il y ait de la liberté. Pour moi, c'est vraiment indispensable en tant que joueur à ce sujet. Un point qui n'a pas été abordé très rapidement, mais c'était la X-Card, parce que on en revenait justement les émotions des joueurs, ainsi de suite. Bah, ça peut modifier le cours du récit, ou à un moment donné, sans que personne n'ait besoin de se justifier, on fasse une ellipse sur un moment de jeu qui peut être particulièrement pénible pour quelqu'un, voilà, de façon subjective. Il n'y a pas besoin de s'expliquer sur le sujet. Un autre point qui m'a intéressé également, c'était marrant parce que Marc à un moment donné nous parlait du fait que si on faisait peu de descriptions, bien finalement les joueurs ne disposaient pas du même matériel et pouvaient se représenter l'univers, les interactions et tout de façon très subjective, parfois éparse et pas forcément cohérente. Et je trouvais intéressant que Pierre-Jean au contraire nous expliquait qu'à un moment donné il avait créé un scénario en travaillant très scrupuleusement en amont sur des documents, sur des personnages, ainsi de suite, et qu'après, selon lui, il avait eu un manque de spontanéité ou d'improvisation qui avait peut-être un petit peu frustré la partie. Et donc, en conclusion, moi, ce que je retiens, c'est que tout ce qui a été évoqué est passionnant, mais je me rends compte à quel point tout ça est une alchimie qui dépend véritablement des intentions, des personnalités, des enjeux et de la façon de projeter nos personnages, ou pour le maître de jeu, bien sûr, ses PNJ et son synopsis. Comment s'en emparer, interagir tous ensemble pour créer finalement une belle histoire qui nous passionne, qui nous rende heureux et qui nous fasse vivre des choses intenses. Et donc tout ce qui a été évoqué, je trouve, est passionnant. Et je crois qu'il faut qu'on se l'approprie chacun et qu'on arrive à avoir cette vivacité, cette capacité à bouger les uns par rapport aux autres pour finalement tous ensemble contribuer à l'histoire. Est-ce que peut-être vous avez des réactions par rapport à ce que Gilfried a dit ? Peut-être sur le scénario en chapelet, parce que on a parlé rapidement très vite évoqué le bac à sable tout à l'heure, c'est Thomas qui l'a fait d'ailleurs il me semble. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres manières de créer un scénario, ça c'est indubitable. Si tant est qu'on puisse parler de scénario bac à sable, parce que rien que ça peut paraître paradoxal en soi, mais c'est un autre débat. Il me semble néanmoins que le scénario en chapelet est effectivement parmi les types de scénarios les plus efficaces en termes linéaires dans le jeu de rôle, dans le média qu'est le jeu de rôle. C'est-à-dire que ça reste un scénario linéaire. Dans la mesure où, quelles que soient les décisions des joueurs, même s'il y a éventuellement peut-être 2 ou 3 fins possibles, ils vont quand même arriver d'un point A à un point B, et les possibilités et les possibilités en fait n'existent pas réellement. Ils n'ont pas de possibilité de sortir de l'histoire, ils n'ont pas de possibilité de pousser les murs. Ce fameux Graal de toute une partie de la population rôliste. Donc, pour moi, ça reste un type de scénario linéaire qui est très intéressant, qui est sans doute le plus facile à prendre en main, et donc qui a des qualités, vraiment présentes, indubitables. Mais ça reste linéaire. C'est le seul bémol à mettre qui me semble important à rappeler. Ok, du coup, on va passer la parole à Marc. Peut-être juste notamment aussi pour rebondir sur ce que voulait dire Wilfried, je suis assez d'accord, c'est ce que j'essaie de dire au démarrage, c'est que je pense qu'il y a aussi une question de feeling en fait. On est toujours en situation et la question c'est de voir justement comment chacun réagit autour de la table et comment est-ce qu'on peut apporter d'autres choses. Juste pour reprendre l'exemple que tu donnais où il y avait un problème de rythme en fait, les joueurs qui se planquent quelque part et du coup ils restent entre eux et ils font un psychodrame dans une boîte. Au final, ils sont sécurisés, il y a des éléments tout bêtes qui peuvent être introduits, ça peut être un appel de la famille, des amis, etc., qui sont dehors et qui, eux, sont sous la menace, éventuellement, et voir comment ils réagissent. Parce que c'est vrai que j'ai le sentiment parfois quand on joue, et après ça dépend aussi beaucoup de la proposition narrative qui est faite, mais on joue rarement des personnages. Les émotions ne sont pas nécessairement jouées, les personnages sont généralement parfois réduits à un caractère, à une fiche de personnage et à un objectif, mais la question de leur relation entre eux, de leur relation à leur famille, ou ainsi de suite, en dehors de l'histoire qui les a construits, parfois assez désincarnée, est rarement développée en fait.
On a rarement l'occasion de voir un personnage qui a, je sais pas moi, un frère ou une sœur qui peut l'aider sur un sujet mais qui a aussi telle problématique, etc. Et je trouve qu'il y a des jeux qui explorent ces propositions-là, qui créent de l'interaction et qui créent de la narration qui sont extrêmement intéressantes. L'une des approches, là j'y pense, mais il y a sûrement d'autres jeux qui le font, c'est celle de Shadowrun par exemple, où dans la relation avec les contacts, on a énormément de choses qui se créent et qui servent la narration derrière. C'est un jeu qui est un peu hybride, mais c'est Fiasco, où au démarrage on établit des relations entre les personnages, voire ailleurs, et où du coup au fur et à mesure il y a des contacts qui se créent entre les personnages joueurs et joueuses, et qui permettent justement de sortir simplement de l'archétype qu'on peut trouver parfois dans certains jeux de, je sais pas, le voleur il va ouvrir des portes et s'occuper des pièges, le guerrier prendre les coups et s'occuper des monstres, le magicien gérer tel type de menaces. Quand on introduit des relations de ce type-là, je trouve que c'est des choses qui sont assez intéressantes. Mais du coup, ça demande toujours un travail supplémentaire. C'est vrai que je suis pas sûr qu'on ait suffisamment creusé ces questions-là. Aujourd'hui, quand on s'est intéressé à la manière de créer et de jouer un jeu de rôle et de créer un personnage en fait. Et je pense que ça pourrait être une piste qui est intéressante. L'autre sujet que tu as abordé que je trouve intéressant, c'est celle de la psychothérapie pour personnages. Sans avoir forcément les outils de la psychothérapie, parce qu'on n'a pas tous des années de formation dans le sujet, etc. Simplement s'intéresser à la question des émotions des personnages face à une situation, ou dans le cadre d'une scène, ou même dans le cadre d'une partie ou d'une campagne. Je pense que ça a un réel intérêt pour nourrir le jeu. Et là, on arrive à un moment où la narration va servir derrière les interactions et la manière dont les joueurs, joueuses vont interagir avec les autres personnages, joueurs, non-joueurs, ou ainsi de suite. Et je trouve que c'est une piste qui est réellement intéressante. D'ailleurs, si tu me permets, quand tu exploré la psychologie des personnages, ça permet d'arriver à ce phénomène qui est assez grisant, tu sais, du moment où ton personnage est suffisamment étoffé pour quelque part il t'échappe parce qu'en fait il commence à développer sa propre logique et t'es moins finalement t'as l'impression de ne pas décider ce que fait le personnage parce que finalement c'est surtout sa logique interne qui va parler. Alors évidemment on est d'accord que en vérité tu décides quand même, mais il y a une sensation assez grisante d'avoir l'impression que le personnage t'échappe parce qu'il il a suffisamment de cohérence en fait pour que ses décisions te paraissent autonomes quoi. Et du coup c'est rigolo parce que du coup l'interactivité n'est plus tellement aux mains de la joueuse mais du personnage quoi. Absolument. J'avais vécu ça de manière assez forte une fois sur une partie de Sombre par exemple, où au fur et à mesure le personnage sombrait dans la folie, et au fur et à mesure chacun ayant sa propre forme de folie et ses propres degrés en fait, au bout d'un moment on n'avait presque plus besoin du maître de jeu et du danger. Parce qu'en fait le mégalomane se comportait comme un mégalomane à côté d'un paranoïaque, et forcément ça finissait par tourner assez mal. Et si on rajoute à côté de ça quelqu'un qui a extrêmement peur de tel ou tel élément ou d'autres types de folie, c'est vrai qu'au final jouer quelqu'un qui est dépossédé du libre arbitre du joueur pour jouer le personnage, et c'est vrai que c'est une expérience qui est assez forte et intéressante. Donc sur ce sujet-là, je trouve que juste ramener de l'émotion, c'est quelque chose d'important. Et ramener de l'émotion, c'est aussi éviter d'avoir un type qui va aller buter le garde du coin ou l'aubergiste parce qu'il lui a mal parlé. D'ailleurs, ça me fait penser que parfois les interactions n'ont pas suffisamment d'incidence sur la narration. L'exemple simple, un meurtre, parce que c'est un meurtre dans un jeu de rôle, dans une auberge, normalement, devrait avoir des conséquences au niveau des personnages qui ont commis le meurtre et de la société. Quitte à ce que ce soit simplement une question de réputation, éventuellement, au démarrage, sans forcément que le personnage aille en tôle. En tout cas, on s'interroge pas forcément suffisamment sur les conséquences qu'ont certaines décisions sur la narration. Au même titre que le fait de tuer quelqu'un ou même de s'en prendre à quelqu'un, a priori, c'est pas un acte anodin. Donc ça devrait avoir une incidence supérieure. On sait que quand on fait du jeu de rôle, on n'est pas forcément dans un jeu PC, justement. On a beaucoup plus de liberté, en fait, dans la manière dont on gère les conséquences, dont on les interprète, l'incidence sur les émotions, et ça permet d'apporter aussi parfois des questions d'éthique, quitte à être non éthique par la suite, qui sont intéressantes, c'est qu'on peut encore explorer. Après, j'ai sûrement oublié plein de trucs, mais bon, c'est pas très grave. Je sais pas si vous avez des questions. Justement,
tu parlais justement beaucoup des émotions que ressentent les personnages derrière, donc, et tu parlais surtout de la connexion qu'il y avait entre le personnage et son joueur, qui au final est très forte. Est-ce que tu n'as pas cette crainte de justement des sentiments qui sont ressentis par le personnage soient aussi ressentis par le joueur, et après que le joueur n'ait plus envie de revenir à ta table. Moi, j'ai peur de créer des sentiments de dégoût ou de frustration à certains personnages, parce que justement, j'ai pas envie que le joueur se barre de ma table. Donc, moi, j'ai vraiment cette crainte. Mon objectif, c'est un jour que mes joueurs, ils pleurent. J'ai envie parce qu'à chaque fois, ils se marrent, ils adorent, ils voient des trucs épiques, mais jamais de sentiments ou d'émotions alors vraiment très négatives. Du coup, mon objectif, c'est un jour de les faire pleurer. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose, si c'est un bon objectif en termes de est-ce que ça sert à quelque chose ou c'est juste moi qui ai un objectif un peu je sais pas, d'égo, quoi. Tu veux leur demander avant, quoi. Ouais. Est-ce que tu vas les tenir au courant ou pas, quoi, de ton objectif, quoi. Ils vont peut-être écouter cette table ronde, du coup, ils seront au courant. Voilà. Bah oui, en soi, si... Moi je vais rebondir dessus et ça va me permettre de rebondir sur autre chose, c'est que si tes joueurs sont... Enfin, dans le jeu de rôle, il y a aussi une certaine forme de masochisme dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire qu'on a envie aussi de ressentir des choses, pas seulement du bon. Juste de ressentir des émotions fortes. Et à partir du moment où il est où c'est une envie qui est partagée et qui l'est de manière clean et on va dire dans un climat bienveillant et de consentement mutuel, normalement tes joueurs ne vont pas s'enfuir. C'est surtout s'ils sont demandeurs. Mais par contre, du coup, il y a aussi... Je trouve que ça rebondit de manière intéressante sur la question des conséquences. Puisque, effectivement, Marc soulignait que les conséquences de telle ou telle action, quand bien même elles ne seraient pas poussées à leur paroxysme, doivent avoir de la valeur, parce que sinon on perd toute cohérence de l'action. Que ce soit parce que tes joueurs partent suite à une expérience traumatisante. Donc, en fait, c'est juste un retour de la vie réelle, je crois, dans le jeu de rôle, en fin de compte. C'est le besoin d'avoir causalité qui établit de la vraisemblance, et donc de la cohérence, et donc de l'immersion. Donc, en fait, il me semble une espèce de succession d'éléments de ce point de vue-là, et qui rentre tout à fait dans l'interactivité, parce qu'en fin de compte, est-ce que c'est pas cette réaction aux actions des joueurs, est-ce que les conséquences, est-ce qu'établir des conséquences aux actions des joueurs, c'est pas le degré minimal de l'interactivité? C'est une grosse question, ça. Ouais, je sais. C'est une question super lourde. Peut-être juste pour compléter sur la question des pleurs, enfin, le fait de pleurer en soi, c'est pas forcément négatif. Il y a des tas de bouquins, des pièces de théâtre, des livres qui nous font pleurer, et parfois c'est utile de pleurer ou d'éprouver des émotions qu'on n'éprouverait pas de soi-même. C'est vrai que ça pose une question, c'est celle à la fois du contrat moral et de ce qu'on accepte de faire avec les entre joueurs, entre personnes qui participent à un jeu. La bonne nouvelle, c'est qu'en contrôle moral, il n'est pas forcément donné d'emblée et ensuite intouchable. On peut très bien en rediscuter, échanger avec ses joueurs et ses joueuses pour savoir ce qu'on veut en faire. Par contre, c'est vrai quand on joue à une table, autant quand on est joueur-joueuse que quand on est MJ, une responsabilité, c'est que chacun d'entre nous a un vécu et des choses qu'ils n'ont pas envie de vivre. Je parle pas forcément du fait de pleurer, hein, mais clairement les questions de viol, plus certains d'entre nous ou d'autres, ou le fait de devoir mourir en tant que joueur. On a vu beaucoup de nos personnages mourir à un moment donné, on sait que ça a été quelque chose qui, même si on n'a pas eu l'expérience de la mort, est déjà quelque chose qui est touchant et qui peut avoir un impact sur la table. Donc il y a quand même des sujets avec lesquels je dirais pas forcément qu'il faut aller foncer tout de suite ou les expérimenter. Et d'ailleurs, je pense même qu'il y a certains sujets, si on veut les aborder, il faut avoir été très clair d'emblée sur là où on va aller et jusqu'où on peut aller, sans que ce soit nécessairement quelque chose qu'on va aller vouloir jouer, explorer,
simplement dire que c'est possible, mais au final, on est obligé de s'adapter. Enfin, je pense qu'on est obligé de s'adapter aussi aux joueurs et aux joueuses et à ce qu'on a envie de faire, parce qu'effectivement, on peut blesser des personnes, parfois même sans le savoir ou sans le vouloir. Mais en tant que soi, le fait de pleurer, le fait d'explorer la folie, la peur, la frustration est pas forcément gênant. Par contre, il y a une chose qui est aussi sûre quand on joue, c'est que souvent on projette des stéréotypes. Parce qu'on est aussi construit pour ça, et que parfois, dans la manière dont on joue des personnages, on peut finir par avoir le sentiment d'avoir vécu quelque chose de réel, et en fait, être complètement fourvoyé. Mais juste le fait de pleurer, de rire de joie, d'avoir été stressé, etc. Je pense pas que ce soit l'émotion en tant que telle qui est gênante, c'est plutôt le contexte, le cadre, est-ce qu'on en retire derrière. Quitte à en rediscuter après sur comment vous l'avez vécu, qu'est-ce qui s'est passé, et à s'offrir des temps de décompression, hein, ça arrive, c'est parfois aussi utile. Quand on regarde un film ou quand on lit un livre, on n'a pas tellement des scènes qui sont exactement sur le même rythme, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, les émotions finissent par disparaître ou par générer de la lassitude, et aussi parce que justement c'est ces variations de rythme et d'intensité qui font l'intérêt de l'histoire. Il y a aussi des systèmes qui mettent en place des... qui sont construits pour que tes joueurs ressentent telle ou telle forme d'émotion. Et je rebondis là-dessus parce qu'on parlait de l'expérimentation de la folie, par exemple. Dans Trace of Cthulhu, t'as que 8 types de folie différentes. Donc c'est relativement peu, surtout dans un jeu de rôle Lovecraftien, on va pas se mentir. Et par contre, ces folies-là, le gardien doit se mettre d'accord avec les autres joueurs, donc en l'absence du joueur concerné, pour lui faire vraiment ressentir sa folie. Et par exemple, pour la paranoïa, le gardien, comme les autres joueurs, sont engagés à mettre le concerné de côté, temporairement, et à se mettre d'accord pour échanger des petits mots, revenir en étant particulièrement froid, vous voyez ce genre de signes, pour lui faire vraiment ressentir le côté paranoïaque, genre mais ils s'écrivent derrière moi, mais ils sont tous de mèche ensemble contre moi. Et donc du coup il y a quand même des jeux qui le conçoivent d'office comme une forme de contrat social. Et en même temps ça vient du fait que Trace of Cthulhu part du principe que c'est un jeu d'horreur où les joueurs sont tous d'accord pour se faire peur. Peut-être même le gardien compris. Même s'il y a une version pulp qui évidemment diminue ce rapport à la peur, c'est quand même ça fait déjà partie du contrat social. Je veux juste dire une chose rapidement. Ne serait-ce que sur la paranoïa et sur d'autres, il y a un problème par contre avec la folie, c'est qu'on a souvent une vision très caricaturale. Et du coup, quand on est amené à jouer un paranoïaque, par exemple, on va en construire une image tellement négative qu'on va rencontrer une personne qui est réellement paranoïaque par ailleurs, va parfois nous surprendre, parce qu'en fait, il y a différentes formes de paranoïa, et l'idéal type qu'on en donne ne correspond pas forcément à ce que vivent déjà, les personnes, et deux, ce qu'on peut réellement pouvoir vivre quand on est à leur côté. Et ça, c'est vrai que c'est un risque qu'on prend parfois quand on calque un état particulier sur une personne, c'est que parfois, du coup, on donne une image extrêmement négative et caricaturale qui enferme les personnes qu'on rencontre par la suite dans la vraie vie, plutôt que le reste. Donc il faut juste en être conscient. Oui. Alors ça, c'est un manque de ma part. Effectivement, c'est précisé dans le bouquin d'office que c'est une description des troubles mentaux tels qu'ils ont été vus par Lovecraft et que ça n'a rien à voir avec les syndromes réels de personnes atteintes par ces maladies. Donc c'est une précaution qui est déjà prise et c'est effectivement moi qui ai pris un raccourci et j'en suis navré. Mais donc tu vois, comme quoi c'est déjà pris en compte. Du coup, j'aimerais essayer de prendre mon tour de parole avant qu'on se transforme tous en citrouille. Je voulais dire une chose au sujet de l'interactivité, c'est que en fait, si on veut avoir une narration de qualité, mais en permettant beaucoup d'interactivité, donc beaucoup de choix possibles, il faut savoir que si on est dans le cadre d'un scénario, ça a un coût en fait, un coût technique. Je prends l'exemple des livres dont vous êtes l'héros, je me suis intéressé pour en faire. Un livre dont vous êtes l'héros classique, c'est 350-400 paragraphes. En fait, quand on regarde bien,
ça fait pas énormément de choix possibles, quoi. C'est pas ouf. Et en fait, si tu veux atteindre une vraie profondeur, il faut monter à 800, voire 1000, ou encore plus de paragraphes pour avoir vraiment quelque chose où tu as l'impression, un sentiment de bac à sable réel, quoi. Et que non seulement tu peux faire beaucoup de choix, mais aussi chacun de tes choix est intéressant, tu vois, et traité avec justesse. Donc apporte une narration de qualité. Et dans le jeu vidéo, ça se ressent pas mal. En fait, il y a une sorte d'équilibrage, d'arbitrage à faire entre la profondeur d'interactivité et puis les autres qualités du jeu par ailleurs, quoi. Et donc, tout simplement, par exemple, je pense que les jeux de Telltale, notamment s'ils font le choix d'avoir finalement une narration assez resserrée, c'est aussi pour des questions de coût de graphisme, en fait. C'est-à-dire que plus il y a de choix, plus il va falloir investir dans le graphisme, dans développer des trucs supplémentaires. Donc, il y a un moment, on préfère faire des entonnoirs, quoi, pour limiter ce coût-là. Et généralement, les jeux qui sont beaucoup plus interactifs, je pense au Choice of Game, en termes de graphisme, en termes de coût de développement de ce côté-là, là, par contre, c'est plus rudimentaire, quoi. Donc, il y a un arbitrage à faire, tout simplement, en termes de coût de développement, quoi. Il y en a évidemment qui vont penser qu'en fait, pour favoriser l'interactivité, pour qu'elle ait du poids, du sens, il y a un moment, en fait, il faut simplement laisser tomber le scénario et passer à l'improvisation. Il y a plein de techniques qui seraient trop longues à énumérer ici. Je vais m'attarder sur une qui est ce que j'appellerais les mondes protocolaires. En fait, c'est-à-dire que c'est un assemblage d'aléatoires, c'est-à-dire qu'on va avoir des générations aléatoires de contenu, par des tables aléatoires, et on va aussi avoir des enchaînements logiques, c'est-à-dire qu'il y a des règles d'univers qui créent des situations, quoi. Par exemple, si on pouvait résumer Vampire, le feu c'est la mort, le sang c'est la vie, et le prince est la plus haute autorité de la ville. Et du coup, ça donne des règles qui vont en fait, dès qu'on va agir là-dessus, ça va provoquer des interactions, ça va provoquer de l'histoire, quoi. Et évidemment, il y a des jeux avec des enchaînements logiques en cascade, grosso modo, qui ressemblent beaucoup à des programmes. Si tu fais ça, il se passe ça. Si tu fais ça, il se passe ça. Et ça permet d'avoir justement d'aider à l'improvisation, quoi. Et là, clairement, du coup, c'est l'interaction d'abord, et c'est cette interaction qui va provoquer la narration, en fait. En programmation, c'est un peu vieux, mais il y a un acronyme qui est intéressant à connaître, c'est l'acronyme RMI. R, en fait, c'est l'ensemble des règles qui régissent le système, l'ensemble des règles, d'ailleurs des possibilités de combinaison entre les éléments. M, c'est l'ensemble des éléments, du coup, pour le coup, fictionnels, qui sont présents dans le système. Et I, c'est l'intuition qu'a l'utilisateur TRIS, en fait, de combiner, de combiner tels éléments de l'ensemble en utilisant telle règle, quoi. Du coup, c'est comment on va discriminer. Et en fait, finalement, l'ensemble des possibles, ça couvre en fait l'ensemble de l'émergence, quoi. Et l'idée, c'est que si on a un R et M suffisamment grand, on se retrouve avec, en multipliant tout ça, on se retrouve avec une grande possibilité un grand ensemble de possibilités, quoi. Évidemment, en impro aussi, la narration, on l'a déjà, là je paraphrase ce qui a déjà été dit, mais naît beaucoup de l'interaction aussi entre joueuses, d'où par exemple dans les GN, beaucoup d'accents mis sur les liens entre personnages, leur objectif RP, et généralement à côté de ça l'intrigue est squelettique parce qu'en fait les joueuses elles vont être hyper autonomes du fait de leurs liens et de leur objectif. On a parlé des scénarios et des scènes. Il y a justement une approche d'un pro qui est axée sur les scènes, où en fait on se dit non, ce qui est pas la grande histoire, l'intrigue ou les personnages, c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse en priorité, c'est des scènes marquantes. Et en fait, c'est ça qu'on veut amener en particulier. Et le reste, en fait, est laissé dans le flou et on va devoir improviser pour expliquer pourquoi telle scène est là. Un jeu qui le fait, par exemple, c'est Protocol. Moi, j'ai fait un jeu qui s'appelle Les Centes, où en fait les personnages ont des rituels qui sont en fait grosso modo des objectifs RP, mais c'est surtout vraiment des prétextes à fournir des scènes intéressantes qui vont considérablement nourrir le roleplay, nourrir la situation, quoi. Et j'en ai fini pile poil quand mon temps a été écoulé. Merci. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation. C'était très intéressant. J'espère que le public le trouvera également intéressant. Voilà. Ciao, ciao. Merci à tout le monde. Merci. Merci.